ça me fout de l'urticaire, tu vois, ça me tend comme jamais. La En fait, méthode t'es de con ou quoi? Tu vois, c'est absurde. La vraie indépendance pour moi, c'est quand t'as ton business en fait et que personne ne t'emmerde. Je veux rêver des esprits rebelles chez toutes les personnes qui se sentent mal. Mon cerveau, il coule. Tu sais. Est-ce que t'es prêt? Avec mon niveau de fatigue, ça va être compliqué, mais je suis chaud, on y va. Hey! Bienvenue sur le podcast L'effet kangourou. Je m'appelle Valentine Soda et je suis ravie de débarquer sur ton écran et dans tes oreilles. Je suis la CEO d'une boîte qui s'appelle Marketing Fastoche et je suis passionnée par l'entrepreneuriat et l'échec. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'avoir un échec. Et ce sont ces apprentissages que tu vas pouvoir retrouver dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité qui n'a pas froid aux yeux. Il a su jouer des coudes pour rebondir et retomber sur ses pattes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Rivol. Salut Thomas. Salut Valentine. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast parce que on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant, toi et moi. Et je trouve que tu es un entrepreneur fonceur avec des sacrées valeurs et un petit côté insolent aussi. Tu as créé un business au service de ton style de vie. Tu accompagnes les gens à créer un business avec des techniques de vente, mais aussi de la création de contenu efficace. Tu as sorti récemment, en plus, une nouvelle version de ta formation. Et tu t'es associé aussi récemment. Ça m'a fait poser énormément de questions. Je suis très curieuse et je suis sûre que toi aussi, tu vas pouvoir en tirer plein d'enseignements de ce que Thomas va pouvoir nous offrir. Est-ce que tu es prêt, Thomas, à nous imprégner de son vécu? Avec grand plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. C'est cool, ça fait plaisir. Je suis ravie. Mon vécu, pour faire très simple, je m'appelle Thomas Rivol, je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années. J'ai toujours monté des boîtes et ma passion, c'est le sales, la conversion, les tunnels de vente et faire du business avec mes potes, ma famille. Enfin voilà, très simple. Hyper simple, hyper clair. C'est la présentation la plus concise que j'ai jamais eue sur le podcast. Génial. En fait, c'est la seule question à laquelle je ne sais pas répondre. Parce que tu sais, quand tu as différentes activités, tu ne sais jamais quoi dire. Donc je dis en gros, je monte des boîtes et j'essaie de kiffer ma vie avec mes potes et ma famille. Et ça s'arrête là. Comme ça, au moins, on ne sait pas trop ce que je fais. Mais on sait que ça va. C'est que c'est l'entrepreneuriat et tout, tu vois. Ça respire la joie, Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir. Ok. J'ai une première petite question pour toi. Dans quel environnement tu as grandi? Un environnement hyper sain. Capital culturel plutôt favorable, très cool. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, donc très sympa. Deux parents qui bossent beaucoup, qui ont toujours bossé beaucoup d'ailleurs, surtout quand j'étais gamin. Ils sont médecins tous les deux. Donc, Ok. Pas de modèle entrepreneurial proche de toi? non, non, mais le côté, un côté care en fait, tu vois, qui moi m'a servi par la suite pour d'autres raisons sur d'autres thématiques. Mais en tout cas, j'ai vu ce truc de performance, de bosser, de se donner, etc. Et du coup, je suis parti à l'opposé de ça, parce que je pense que le business, il n'y a pas plus loin, tu vois, que la santé, que le business. Clairement. Mais j'ai gardé plein de valeurs communes, trucs de résilience, d'apporter de la valeur aux gens, tu vois, c'est vachement important. Résoudre des problématiques, l'air de rien, il y a un truc, tu vois, il y a un petit lien. Et une notion de recherche d'excellence, tu vois, de recherche de performance pour le plaisir. Au début, c'est un peu, tu sais, pour la fierté, machin, etc. Et puis après, c'est pour le kiff et pour le plaisir de performer, de tenter d'exceller, puisque tu n'excelles jamais. Mais donc voilà, donc c'est un environnement qui m'a porté en fait vers ça, qui m'a fait comprendre que même si j'avais de la chance d'être bien né, comme certains diraient, que sans boulot, t'as rien, en fait. Parce que j'ai vu mes parents s'arracher pendant des années, tu vois, 10 piges d'études, juste après l'hosto, les gardes de nuit, les machins et tout. Et du coup, ça m'a inculqué ça et j'ai capté très vite, tu vois, que en fait, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de choses pour être heureux et avoir une situation confortable, mais pas assez volontairement de leur part pour me donner envie, tu vois, de faire plus et de bosser. Et je pense que c'est enfin, avec le recul, tu vois. Maintenant, j'ai un peu plus de 30 ans, donc je peux prendre un peu de recul par rapport à ça. Je pense qu'en termes d'éducation, c'est le modèle parfait, selon moi, tu vois. C'est belle valeur, attention, machin, éducation, etc., culture, etc. Et on te donne de quoi tu puisses te donner les moyens d'avancer, d'être heureux, etc. Avoir confiance en toi aussi, potentiellement. Et on t'en donne pas assez pour que tu puisses avoir envie d'aller en chercher plus. Et à mon sens, tu vois, j'ai pas encore de gamin, mais je sais qu'en tout cas, en termes d'éducation, pour moi, c'est le modèle qui est parfait, tu vois. Donc, culture de l'effort quand même. Ouais, à fond, à fond. Et puis j'ai fait beaucoup de conneries, j'étais un peu intenable. Le côté insolent dont tu parlais, je l'ai toujours un peu eu, tu vois. Mais avec le recul, j'ai vachement de reconnaissance envers mes parents, tu vois, pour tout ce contexte-là, qui est vraiment ouf. Et je sais qu'en fait, on est peu à avoir eu cette chance-là, en fait, tu vois. D'où j'en suis hyper reconnaissant. Mm. Et du coup, maintenant, la balance de ça, c'est de te dire, il faut au moins que je me bouge le cul
pour faire la même Faut chose, être à tu la vois? Tu vois ce hauteur. que je veux dire? Faut être à la Exactement, hauteur de ça. exactement, ouais. Est-ce que ça a commencé par des études, du coup, pour essayer d'arriver à la hauteur? Ça a commencé par des études. Alors en fait, disons que je voulais exceller et au début, je réagissais par, le filtre de la enfin, à travers le filtre du prestige, c'est-à-dire faire une grande école, belles études, machin, école de commerce et après potentiellement intégrer une boîte prestigieuse et cetera. Donc j'ai eu un lycée un peu, pas chaotique, mais je faisais un peu le con, je me faisais virer, puis je changeais de lycée, puis machin. T'as fait ça Après, combien de fois? Tu t'es fait virer combien de fois? j'ai dû me faire virer 2 fois, je crois, et puis j'ai séché une année entière. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais arrivé au bac, en fait, je voulais une super école. Donc j'avais la flemme de faire une prépa. Donc j'ai fait le truc de l'ESSEC en post-bac, là, le concours, que j'ai éclaté parce que genre j'ai eu, je crois, 19,5 de moyenne. Enfin, je l'ai défoncé le truc. Donc je voulais absolument rentrer. J'ai eu ce truc, tu vois, de rentrer et de faire l'école prestigieuse, et cetera. Je suis rentré là-dedans. Et puis en parallèle, moi, je mettais vachement de vidéos sur YouTube, entrepreneuriat, machin. Et je commençais à capter qu'en fait, là, je voulais pas de ça. Je voulais pas de ce truc, diplôme, cursus habituel dans une boîte, tu sais, les McKinsey, les trucs, machin. Ça me gonflait. Qu'en fait, je voulais juste faire du cash. Et je voulais surtout qu'on me fasse pas chier. Vraiment, tu vois, ça me. En fait, à l'ESSEC, c'est une super école, tu vois. Mais j'ai découvert un cadre hyper rigide où t'as qu'une manière de penser. Alors, c'est pas l'ESSEC particulièrement, c'est le côté, tu vois, école, grande école qui pour moi est trop structuré et qui t'apprend pas les vrais rouages de l'entrepreneuriat. T'apprends plein de choses. Tu développes une culture énorme. Il y a vraiment des gens brillants, il y a des profs brillantissimes. Mais en termes de business pur et dur, moi, ce que je voulais, c'était qu'on me fasse pas chier et faire du pognon. C'était juste ça. Le goût du cash, tu l'as eu à l'école? Ouais, même avant. Avant? J'avais commencé à monter des petites boîtes, je bossais un peu en boîte d'ailleurs. Après, j'ai commencé à faire des petites fringues personnalisées que je vendais en soirée, machin. Et je voulais faire ce truc, tu vois, de tu crées quelque chose, ça te rapporte du cash, tu as une certaine liberté. Parce que j'ai vite compris qu'en fait, le cash, c'était un moyen au début d'avoir plus de liberté et qu'on t'emmerde moins. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles que j'avais dans mon champ de référence, et pas forcément d'appartenance, parce que j'avais peu d'entrepreneurs autour de moi. Dans mon champ de référence, c'est des gens qui tous avaient un talent et une expertise dans un domaine précis et qui se sont dit en quelque sorte, genre, le système me fait chier. J'ai le sentiment que quand je bosse dans une boîte, je suis pas valorisé à hauteur de ce que je vaux. Donc fuck off, je me barre, je monte mon truc, je me fais mon pognon et personne m'emmerde. En gros, c'est comme ça que je voyais le monde, de manière très peu nuancée. Et maintenant, je le vois de manière encore moins nuancée. Donc bref, donc j'avais capté ça. Du coup, études, je me lance là-dedans. En fait, je fais une marque de fringues, je vends des trucs et tout, donc je vais quasiment pas aux cours parce que ça m'emmerde. À la C'était fin, licence 1, c'est ça? Enfin, c'était en première fait, année de c'était un licence. bachelor en 4 années. OK. Et après, tu avais un truc genre équivalent master, C'est genre tu commerce repartais sur 2 international, un ans. truc comme ça? C'était, Bachelor in Business Administration, BBA, en gros, un truc comme ça. Waouh! Trop, prestigieux, tu vois? Stylé. Et donc bref, donc en fait, je rentre là-dedans, je passe une année à aller à la moitié des cours. À la fin de l'année, conseil de discipline, du coup, ils me disent: «Bah mec, en fait, tu un peu joué au con, Ça tu sais, commence si mal. tu sais, tu des crédits à valider». Je devais en valider 60, j'en avais genre 12 parce que forcément, je m'étais même pas pointé au partiel. Et le gars me dit: «Bah, en gros, il faut choisir, soit tu retapes, soit tu te casses». Logique, tu vois? Sauf que retaper, au prix de l'année, non merci. C'est combien l'année, si c'est pas indiscret? Je crois que c'était entre 8 et 10 000. OK. Donc tu vois, ça pique un peu. Mmh. Du coup, je me casse, je me barre, et en fait, je dis à mes parents: «Mais en fait, j'ai fait une école de commerce qui coûte une blinde. Vous êtes-vous saigné au boulot pour pouvoir me payer cette école?» Je me casse comme un con. Tu sais, je réalise après coup, tu vois? Je me dis: «Bah, maintenant, la suite de ma scolarité, c'est moi qui me la paye, quoi». Tu vois? Puis après, si vous voulez, vous remettre un petit peu, mais en tout cas, ma première année que je ferai ailleurs, donc je me cache dans une autre école où je fais un truc beaucoup plus chill, où j'ai un accord avec le directeur qui me dit: «Bah, en gros, tu viens à la moitié des cours, le reste du temps, tu montes ta boîte». J'avais 19-20 ans, un truc comme ça. Donc voilà, mais je voulais comme un master, je sais pas pourquoi, je restais en mode, je veux monter des boîtes, avoir du temps, mais il faut que j'ai un master, c'est important, tu vois? Pour le prestige, pour me dire: «Ouais, je suis un master». Donc je fais ce master en management entrepreneuriat, qui est pour moi comme une pizza, saumon ananas, tu vois? Oui, C'est pas oui, bah possible en oui. fait, je veux dire, c'est incohérent. Mais je le fais et en parallèle, je monte ma boîte et c'était une application de sport, la première grosse boîte que j'ai montée. Tu touché au textile, tu touché au sport? Ouais. Tu cherchais la bonne idée? Je cherchais, en fait, j'allais de bah, si tu veux, je cherchais ce qui était rentable. Donc à l'époque, à court terme, en fait, j'avais pas trop de pognon. Alors je faisais plein de petits boulots, mais j'avais un petit peu de cash et je m'étais dit: «Bah, j'achète des fringues, je la revends 2 fois plus cher, c'est cool». Et après, j'étais en école de digital, là où j'ai fait mon master management là et je kiffais le sport. Et à l'époque, les applications, c'était genre, tu montais une app, tu étais Mark Zuckerberg, tu vois, dans la tête des gens, alors que pas du tout. Donc j'ai monté ça, du coup, avec un de mes anciens meilleurs potes d'enfance.
C'était un mix entre ce qui pouvait être rentable rapidement, ce que tu avais déjà en tant que ressource, en tant que Ouais, connaissance, et ce qui faisait plaisir un petit peu à l'ego aussi, parce que ça arrive. exactement. Ok. Exactement. Et franchement, c'était hyper cool, très sympa, bonne expérience, etc. Donc je bosse dessus. Alors je vais en cours du coup la journée, la moitié des cours. Après je rebosse le soir, 7 jours sur 7. Et après je pars, du coup je finis mon master, je me mets full time dessus. Et ça prend pas. Parce qu'on n'est pas assez bon, parce qu'on est trop jeune. Alors on lève des fonds, mais on crame tout en influencing, donc on est numéro 1 sur l'App Store. Mais l'app, elle est pas rentable. À 20 ans, tu as levé des fonds pour une application de sport. Ouais, on a levé genre 130 000 balles, un truc comme ça. Génial. Et ouais, c'était cool, c'était sympa. Hyper C'était vachement formateur sympa. comme expérience. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu vois, c'est marrant parce que pour le prestige, au début, je voulais un master, parce que c'était prestigieux. Et après, je voulais lever des fonds et je voulais monter une app. Parce que c'était rentable et prestigieux. Et après, j'ai compris cet écart entre le prestige et le profit, qui sont vraiment deux choses complètement distinctes, qui parfois s'entremêlent, mais qui sinon sont bien silotées, on va dire. Et donc voilà, donc l'app elle a pris pendant quelques temps, et puis après, on n'était pas rentable, donc on a arrêté. On a stoppé. Et après, du coup, je passais à autre chose. Et je vais continuer à avancer. Tu as terminé ton master? J'ai fini mon master que j'ai eu. J'ai dû avoir un bout de papier d'ailleurs, un truc qu'on appelle un diplôme là. Tu La vois. Je sais chance. pas ce que j'en ai foutu. Je sais pas, je l'ai pas eu, moi. La chance. Et franchement, non, en vrai, les diplômes peuvent être cool. Tu vois, heureusement que nos médecins, nos scientifiques, nos techniciens divers ont des diplômes. Heureusement, c'est quand même cool, tu vois, de se faire opérer par un chirurgien qui s'est pas formé sur YouTube. Mais dans le business, j'ai la conviction intime, plutôt l'intime conviction, que le diplôme, c'est absolument inutile. Et je le vois d'autant plus maintenant, tu vois, depuis 2 ans et demi, on a accompagné quand même beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses, mais vraiment beaucoup. Quasiment 1000. On doit être à 920, 930. Systématiquement, le diplôme, il est juste posé sur l'étagère. Tu vois, il pourrait être là dans le décor, mais il ne sert pas à grand-chose. C'est fou. Hein. Ni pour être heureux, ni pour faire du cash, ni pour... Et encore moins pour se faire embaucher sur certains domaines. T'as vu ou pas? Je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube de Micode. Ok. J'adore ce gars. Et ce mec-là a développé du coup un espèce de robot, un bot, quoi, qui a envoyé 10 236 CV sur Indeed et LinkedIn. Ok. Il a testé plusieurs trucs différents, si tu souris ou pas sur ta photo, si tu fais des fautes d'orthographe. Et dans plusieurs domaines, il a testé des diplômes différents. Tout ce qui est commerciaux, business, commerce international, etc. Diplôme, rien à faire. Ça ne change rien. C'est genre 0,2 variable. Alors que pour ce qui est des fautes d'orthographe, je crois que c'était 23% de variables. Genre, les CV qui avaient des fautes d'orthographe, c'était squeezé. Je trouvais ça complètement dingue d'avoir fait une analyse aussi grande. C'est ouf, mais en vrai, tu vois, pragmatiquement, pour être bon commercial, bon sales, t'as pas besoin de diplôme, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu, j'en ai recruté. Parce qu'en gros, dans tout mon parcours entrepreneurial, j'ai été pendant 2 ans chez Kimono, donc en tant que salarié, j'étais sales après head of sales. Donc j'ai été sales, j'ai recruté après des sales, j'ai formé, etc. S'il y a bien un truc que je regardais pas sur les profils des commerciaux, c'était le CV. Déjà, un, parce qu'il est bullshité 50% du temps. Deux, parce qu'en fait, le fait que tu aies un diplôme, tout ce que ça me donne comme indication, c'est que tu as été capable de dire oui, 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 oui pendant 5 ans, ou 4 ans, ou 3 ans, peu importe. Pourquoi? Parce que la vérité, on n'ose pas le dire, mais en fait, dans une école, l'école, c'est un business. Elle n'est pas là pour te former dans le sens, tu vois, elle fait pas ça par bienveillance, c'est pas de la charité. Tu arrives, tu payes pour un diplôme, tu as 5 ans, 5 années ou 4 années, tu vois. Au bout de 5 ans, tu as ton diplôme pour lequel tu as payé. Je connais personne qui soit dans une école et qui n'ait pas eu son diplôme. Je connais personne autour de moi. Donc après, tu as des rattrapages, des machins, mais ils font en sorte de te repêcher pour que tu aies ton diplôme. Pourquoi? Parce que tu as payé pour. Et quand tu sors, à la fin, tu plus de nouvelles, quoi. L'école t'appelle pas un an après pour te dire alors, est-ce que tu as trouvé un job? Alors on me dit, ouais, il y a des réseaux alumni, etc. Je connais pas une personne qui ait trouvé un truc intéressant grâce à un réseau d'alumni. Donc désolé pour les écoles. Après, j'ai un petit truc contre les écoles. J'ai pas l'impression. Tu vois, mais Franchement, c'est c'est pas pas, il y en a peut-être des biens, mais j'ai c'est un bien. truc, tu vois, qui viscéralement m'emmerde profondément. C'est bien caché en tout cas. Parce que tu vois, mais dès le collège et dès le lycée, en fait, dès que tu voulais proposer une opinion différente, ou remettre en perspective quelque chose, on disait, mais en fait, ferme ta gueule. T'es pas là pour réfléchir, en fait, t'es là pour appliquer. T'as pas eu un prof ou quelqu'un qui a eu un déclic qui s'est dit ok, lui il pense différemment, il faut. Si, j'ai eu des profs, j'ai eu des super profs, des gens qui étaient passionnés, certains. Et ça, c'était vraiment cool. T'échangeais après les cours avec eux sur des sujets passionnants, qui faisaient d'ailleurs bien plus que leur boulot de prof. Pour moi, c'était vraiment un truc, tu vois. La passion, ça change tout, tu vois. Donc j'ai eu ça. Et après, j'ai eu des gens aussi, notamment en école privée, qui ont dit à mes parents, mais votre fils, là, avec son comportement, il n'arrivera à rien dans la vie.
il est voué à l'échec. C'est dur de dire ça des Ouais, fois. ouais, ouais. Mais mes parents, en fait, c'est marrant, on en a reparlé il y a quelques temps, hein. Donc c'était il y a plus de 12 ans, tu vois, même plus. Et j'en ai reparlé pendant un dîner avec mes parents. Et ma mère m'a dit, ouais, t'as une de tes profs qui m'avait dit, mais lui, votre fils, là, faut le reprendre en main, ça va pas du tout, qu'il est prise de haut, etc. Tu vois. Et j'ai envie de lui dire, en fait, enfin, je veux pas être méchant et je suis pas rancunier. Je suis pas rancunier, mais je suis pas con, en fait, tu vois. Et j'ai envie de te dire, mais en fait, on a la preuve que 100% de ces discours complètement bullshit des profs sont inutiles, mais potentiellement. Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce genre de discours, il y a deux possibilités. Soit toi, tu as un cadre en fait protecteur autour de toi, où tes parents, tes proches donnent confiance en toi, et en fait, quand tu entends ça, tu te dis, mais attends, je vais me démener, et dans 5 ans, je lui dirai fuck off, tu vois, le mec qui était bon à rien, voilà. Soit, si tu as un cadre en fait qui est pas protecteur autour de toi, ça peut te détruire. Et j'ai vu des gens brillantissimes, mais complètement en dehors des codes, perdre confiance en eux, et j'en vois d'ailleurs en coaching, hein, j'ai plein d'entrepreneurs et entrepreneuses qui se confient et qui me disent, mais en fait, moi, tu sais que depuis le collège, j'ai été stigmatisé et tout, je me sens pas bien et tout, et c'est des gens brillantissimes. Et brillantissimes, pas juste sur l'expertise. C'est des gens qui ont une manière de penser qui est incroyable, qui ont, je sais pas, une profondeur de réflexion et une intelligence hors du commun. Intelligence et, tu sais, on parle du QI et du QE, donc intelligence, on va dire en termes de réflexion cognitive et intelligence émotionnelle. Et en fait, ces personnes-là, elles ont été brisées, vraiment brisées littéralement pour certaines par l'école, parce qu'elles n'ont pas eu le contexte à côté de parents ou de proches qui leur disaient, mais en fait, t'inquiète, ton prof te C'est dit juste ça, l'école. mais c'est un peu un tocard, en fait, tu vois. Après, on est dans une société aussi où l'école, elle est au centre de tout. Tu sais, c'est Ouais, c'est le début. ouais, Enfin, carrément. surtout quand tu commences à te construire quand tu es ado. C'est t'es à quelle école, tu traînes avec qui, tu vas avoir quel diplôme. Ah, t'es une meuf de la com, du coup, bah, t'es un peu extravagante, t'es un peu sympa. Ah, t'es un mec du business, ok, t'as la dalle, t'es un requin. C'est Mhm. comme ça que t'es aussi catégorisé et ça permet aussi de se rattacher à des groupes et de pas se sentir exclu. Ouais, Donc, carrément. c'est vrai que si t'as personne à côté pour dire, hey, c'est juste l'école, bah, t'es paumé, hein. Ah, mais vraiment. Et ça, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu en guerre contre l'école de manière générale. Alors, je suis reconnaissant, comme tout le monde, d'avoir eu le droit d'aller à l'école, la chance d'aller à l'école gratuitement, d'apprendre des choses, etc. Ok, les bases sont posées. Je ne suis pas complètement sur l'école, tu vois. Mais pour moi, il y a un système qui est beaucoup trop rigide, qui d'ailleurs est conçu de manière absurde, en fait. Année par année, on te fout avec des gens qui ont le même âge, mais qui n'ont pas les mêmes potentiellement capacités, les mêmes modes de réflexion, etc. Tu es en rang, tu as une sonnerie, tu te lèves, c'est une sorte de truc usinesque, absurde. Toute créativité, on te dit: «Attends, non, non, tu fermes ta gueule, tu lèves la main pour poser ta question», tu vois? Et je sais pas, en fait, j'aime pas, critiquer quelque chose sans proposer de solution. Je sais qu'il y a diverses solutions comme Montessori et cetera, mais j'ai pas assez creusé le sujet pour voir, si vraiment c'était quelque chose de vraiment différent et pertinent, même si j'ai le sentiment que oui. Mais moi, l'éducation et c'est pour ça qu'après j'ai remonté de la formation, que je refais de la formation, c'est qu'en fait, j'ai 2 axes, on en parlera après, mais j'ai 2 axes sur la formation. C'est un, faire monter les personnes en compétences, évidemment, mais 2. Et en vrai, c'est 10 de mon contenu, mais c'est quasiment 90 du taf et de ce qui fait la différence en termes de perf. C'est de leur mettre un coup de pied au cul en mode: «Regarde ce que tu vaux vraiment et en fait, ça fait 10 ans que tu penses que tu es une merde ou que tu es pas assez bon ou bonne dans tel ou tel domaine. En fait, regarde, tu peux tout arracher» et en fait, ça, c'est con, hein, parce que c'est 10 de mon contenu, mais c'est ce qui fait la majorité de la différence, tu vois? Donc je reviens un peu à ce truc de l'école et je pense que c'est pour ça qu'après j'ai fait de la formation, en plus de mon business à côté. C'est que ça m'éclate, en fait, alors c'est pas le truc pour sauver le monde et tout, mais moi, ça me fait kiffer de me dire, on récupère des rebelles, tu vois? Qui se sont un peu fait chier dessus depuis 10 15 ans et en fait, on monte une team de gens, qui s'arrachent, et dans différents domaines, tu vois? Et des personnalités extraverties, introverties, il y a de tout. Mais le point commun, pour la plupart des personnes, c'est des personnes qui se sont dit: «Mais en fait, je suis dévalorisé depuis 10 piges parce que je sors des sentiers battus» et là, j'ai eu l'occasion, en fait, d'être vraiment moi, de kiffer ce que je fais, tu vois? Donc c'est ça un peu qui m'anime et c'est ce qui me fait délirer. Tu vois, tu as le côté cash, bon, tu fais de l'oseille, tu fais du chiffre d'affaires, tu es content, on en parlera après. Mais tu as le côté aussi, quelle est ta vision? Et ma vision, moi, de dire, en fait, par rapport à tous ces profs qui ont pu avoir des mots hyper déplacés et cetera et tout système d'éducation qui me paraît complètement, je sais pas comment on peut le dire, mais pas actuel, pas bon, pas au goût du jour, tu vois? C'est est-ce que tu as un moyen, toi, à un moment donné, à ta petite échelle, de pouvoir faire un truc pour, Qui a du sens. récupérer quelques personnes et surtout aider d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu? C'est un peu le give back, tu vois? C'est qu'en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça de mes parents, mais certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir ça et du coup, si toi, tu peux donner ça à quelques personnes ou participer à le donner, c'est hyper charmé, je trouve, tu vois? Cette vision-là, où je dirais pas forcément je dirais pas de la vengeance, mais peut-être plus de la revanche, Mmh?
elle te motive autant que l'envie de te faire kiffer et de faire du cash avec tes potes? Disons que c'est, heu, c'est venu après. Au début, je suis hyper sincère, hein, j'avais pas ce truc de alors si, aider les autres et cetera en faisant des bons produits, OK, mais au début, c'était surtout faire du cash parce que j'avais compris qu'en fait, tu avais une certaine sérénité quand tu avais un peu de cash et tu pouvais, passer plus de temps avec tes proches, ta famille, tes amis et cetera. Donc c'était ma motivation première. Et après, je me suis dit: «Maintenant que ça, c'est OK, est-ce que j'ai pas ma vision? Est-ce que j'ai pas une vision qui me porte depuis 10, 15 ans, sur laquelle je pourrais me réaligner?» Et en fait, en réfléchissant et en faisant un peu l'introspection, je me suis dit: «Mais en fait, attends, j'ai quand même pris cher, de par mes profs et cetera», tu vois? Est-ce que j'ai pas un moyen de, récupérer quelques personnes qui ont eu un peu ce parcours et cetera? Et en fait, ça s'est fait sans y réfléchir, hyper naturellement. Et c'est pas vraiment une revanche. En fait, là, je le présente en termes de revanche perso. Donc personnellement, on peut dire que c'est une revanche. Mais en termes de vision, c'est plus, est-ce que j'ai un truc différent à apporter? Et tu vois, tu parles un peu d'insolence. J'aime bien ce côté, et c'est pas juste pour du marketing, tu vois? Ce côté, en fait, on te dit qu'il faut faire comme ça. En fait, par principe, ça m'emmerde. Parce que le cadre, en fait, il est très limitant et tu peux avoir un cadre et parfois tu content d'avoir du cadre, tu vois? Heureusement d'ailleurs dans notre société qu'on a un peu de cadre et un minimum de et que c'est pas l'anarchie complète, tu vois? Mais, dans une construction, psychologique, cognitive et cetera, le cadre pour moi, il est super perturbateur. Il peut vraiment foutre la merde, en fait. Et il peut te brimer des personnalités, ce qui est une hérésie complète. Donc en fait, voilà, c'est venu comme ça et maintenant je sais que c'est ma vision, tu vois? Je suis en mode, je veux, réveiller des esprits rebelles chez toutes les personnes, qui se sentent mal, et alors, moi, ça passe par le prisme de l'entrepreneuriat et le fait de monter des boîtes et d'aider des gens à monter des boîtes. Ça pourrait aussi se faire, dans le cadre du salariat pour des personnes qui sont salariées et qui se disent: «Bah, en fait, je suis pas payé à ma juste valeur, je suis pas reconnu à ma juste valeur et comment ça pourrait se passer différemment?» Tu vois? Et donc c'est en train d'évoluer. Donc je suis pas en mode: «Il faut absolument monter des boîtes et cetera». Ça peut aussi se faire dans un cadre de salariat. Mais la vraie indépendance pour moi, c'est quand tu as ton business en fait et que personne ne t'emmerde. Donc c'est à mon sens, tu vois, le truc Qui te qui porte? me porte moi et qui me permet en fait d'attirer plus de monde là-dedans, tu vois? De faire une sorte d'armée de rebelles en gros. Mmh. Tu disais tout à l'heure, je ouais, j'ai besoin de liberté, je veux pas qu'on m'emmerde. C'est quoi que tu définis comme emmerde? C'est te dire ce qu'il faut faire? Ouais, c'est, me dire ce qu'il faut faire, sans justification. Hem, Parce que tu techniquement, les emmerdes, on en a quand même vachement plus dans l'entrepreneuriat. Mais c'est Ouais, pas le même type d'emmerde, j'ai ouais, l'impression. on a beaucoup d'emmerdes, mais en fait, je t'explique ce truc de justification dont je te parlais, c'est qu'en fait, pour moi, tu peux me dire: «Ne fais pas ça», mais donne-moi des raisons. Explique-moi pourquoi, en fait, je devrais pas le faire. Est-ce que tu l'as fait et ça marche pas? Est-ce que tu me le déconseilles? Est-ce que c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Quelles sont les raisons? Ou est-ce que c'est une sorte de dogme, en fait, établi? Juste, on dit, en fait: «Ne fais pas ça», tu vois? Donc ça me fout de l'urticaire, tu vois? Ça me tend comme jamais et ouais, en fait, c'est ce truc, tu vois, de souvent, en fait, tu as des règles, heu, établies et en fait, personne les questionne. Si en fait, on dit: «Bah, attends, ça, faut pas que tu fasses comme ça, OK, pas comme ça» et c'est absurde, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, ces règles ont été conçues par quelqu'un, probablement il y a 50 piges, elles sont probablement plus d'actualité et donc ce qui m'emmerde, en fait, même si tu as beaucoup de contraintes dans l'entrepreneuriat, personne va te faire chier à te dire: «Écoute, fais ça comme ça», sans me poser de questions parce que je te dis qu'il faut le faire. Je te dis parce que je l'ai vécu et notamment, même dès l'école, hein, on te dit, la réponse, c'est ça. Tu sais, tu as 2 types de raisonnement. Tu as le raisonnement convergent et le raisonnement divergent. Raisonnement convergent, en gros, c'est un truc un peu binaire. C'est vrai, c'est faux. Oui, non. Tu fais pas. Et ça, genre, c'est un problème de maths, en fait, tu vois? C'est tu as une solution, tu y vas comme ça. Et ben, en fait, quand tu avais des problèmes de maths, on te disait, «Ton résultat est bon, par contre, C'est ton la développement est méthode. mauvais, Ouais, donc je te mets 0». Mais la en fait, méthode tu es n'est pas con la ou quoi? bonne. Tu vois ce que enfin, c'est absurde. Et tu as un raisonnement à côté divergent et le raisonnement divergent, c'est plusieurs idées, plusieurs manières de faire et cetera. Je suis anti-raisonnement, convergent sur beaucoup de sujets. Tu vois, c'est con, mais le truc du problème de maths, en fait, on te dit: «Ton résultat est bon, mais ta manière d'y arriver, ton raisonnement n'est pas bon, donc je te fous 0 à ton truc». C'est énervant Mais ça. je suis en mode: «Mais vous êtes cons, quoi». Je Ouais. veux dire, ouais, non, quand je calcule mon bilan de fin d'année, ce qui est important, c'est d'avoir le bon résultat, tu vois? Enfin, donc c'est un ensemble de paramètres, qui font qu'en fait, et puis après, c'est aussi personnel, j'aime pas, l'autorité, je déteste ça. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je déteste ça.
Et j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, j'aime pas qu'on me dise comment le faire. Ça m'emmerde profondément. Je sais pas si c'est un trait de caractère, j'en sais rien en fait. Mais je déteste ça. C'est fous-moi la paix en fait. Et le meilleur moyen d'avoir cette liberté, c'est d'avoir le minimum de contraintes, c'est-à-dire en gros de monter ta boîte, d'être indépendant. Après, d'avoir assez de volume pour, entre guillemets, choisir tes clients aussi, choisir tes partenaires, choisir les personnes avec qui tu bosses. Et après, tu auras toujours des contraintes, tu vois, légales, admin, machin, tu sous-traites. En fait, le jeu, c'est ça. Le jeu, au début, c'est de faire du cash et après, c'est d'éliminer les emmerdes une par une pour avoir un quotidien plus tranquille, pour moi, tu vois. Ce qui veut dire pas forcément scaler en mode faire des dizaines de millions parce qu'en fait, quand tu scales, tes emmerdes scale aussi. Mm. Donc, c'est Bien. tout un jeu, tu vois, tout un équilibre entre les deux à garder qui te permet, à mon sens, en tout cas, d'avoir un sentiment de liberté, même si elle n'est pas complète, parce que tu as toujours des contraintes et tu as toujours des règles à respecter, mais au moins, tu es peinard, quoi, tu vois, sur la majorité du temps. Personne me dit, bosse avec telle personne, tu es obligé, bosse avec tel partenaire, avec tel client, fais ci, fais ça, tu vois. Et ça, c'est un confort de ouf, tu vois, en termes de sérénité, pour moi, ça a encore plus de valeur que juste le chiffre d'affaires et le business en lui-même. Tu vois, je pourrais faire moins de chiffres. Alors, il n'y a pas de corrélation entre les deux, hein, mais je pourrais faire moins de chiffres et avoir moins de monde si c'est pour ne pas bosser avec des gens qui m'emmerdent et rester tranquille. Ça me dérangerait absolument pas. Tu serais serein avec ça. Ouais, complètement. Complètement. Et je corrèle les deux parce que souvent on dit ouais, en fait, généralement, si tu refuses des gens, bah, enfin, voilà. Non. Mais tu peux faire beaucoup de business sans avoir d'emmerde. C'est pas un truc qui est antinomique, tu vois. C'est un sujet qui revient beaucoup chez les entrepreneurs, c'est ce côté aussi. Moi, j'ai vécu ça, du coup, c'est comme ça que je veux être aujourd'hui. Et on en parlait avec Juliette Cadeau justement dans un autre épisode, c'était le côté managérial. J'ai été mal managée, j'ai pris trop cher. Donc il y a beaucoup qui se lancent aussi par haine, par dépit, par vengeance. Est-ce que toi, tu as ce côté aussi, t'aimais pas qu'on te dise quoi faire? Est-ce que là, aujourd'hui, tu arrives à dire aux autres ce qu'ils doivent faire? En fait, disons que j'ai jamais été managé au sens où j'ai pas eu de manager direct. Quand j'ai bossé Même chez Kimono? en startup, bah, en fait, mon manager, entre guillemets, c'était le CEO, c'était Olivier. Et on était plus potes qu'autre chose. Et en fait, je me défonçais niveau boulot. Donc, on n'avait pas de relation de hiérarchie. Et on avait une écoute complète, une confiance complète. Enfin, tu vois, c'était vachement cool. Donc, c'était pas du management. Si j'ai eu une expérience de management, j'ai fait un stage quand j'étais en école. J'ai dû faire un truc de 6 mois dans une agence de com. Et qui, du coup, a été ma seule expérience de management. Et enfer. Enfer, on s'envoyait chier. J'ai fait me faire virer de ce truc-là aussi. Enfin, Comment ça se fait? c'était n'importe quoi. Bah, parce que c'était pareil. C'était un cadre où, en fait, on me disait, en fait, toi, t'es là, t'es stagiaire, donc tu fermes ta gueule et tu appliques, quoi. Tu vois. Et ok, d'accord, tu vas pas changer le monde, t'es stagiaire, donc t'as des choses à apprendre. Mais je veux dire, quand il y a des choses absurdes qui se passent et qu'on se dit, en fait, juste par principe, puisque t'es stagiaire, t'es une sous-merde et tu tais et tu fais, bah, en fait, je veux dire, je t'emmerde. C'est ce que je veux dire. Ça me plaît pas du tout. Donc, bref. Et après, après, j'ai été manager chez Kimono parce que j'ai managé une équipe. Et en tant que manager, j'ai vu du coup la complexité que c'est d'être manager. C'est très, très complexe. C'est bien plus compliqué que de monter un business et de faire des millions pour moi. C'est manager, L'humain, c'est tellement imprévisible. c'est gérer de l'humain, c'est faire en sorte que chacun soit bien sans faire de micromanagement, c'est porter une vision, emmener tout le monde, mais faire gaffe à ce que personne soit à la traîne, c'est créer une osmose, c'est vachement compliqué. J'ai un respect de ouf pour les managers, les bons managers. Les autres, on les emmerde. Mais les bons managers, j'ai un respect infini pour eux et pour elles. Et tu vois, après, je voulais pas, j'ai jamais voulu manager. Et là, en gros, j'étais en mode solo business. Donc, mon business, je suis seul à bord. Après, on en parlera. J'ai mon frère qui s'est mis à bosser avec moi, mais on avait chacun notre boîte. Ok. Donc, c'était 2 solo business, mais on avait sur une partie de l'activité, on avait un nom commun qui était Vous le Sales aviez Lab. quel âge à l'époque quand vous avez commencé à bosser ensemble? Oh, bah, c'était il y a 3 ans. Donc, Ok. moi, j'avais 28 ans. Max avait 20 ans Ok. à l'époque, parce qu'on a 8 ans d'écart. C'est ça. Donc ouais, on a commencé comme ça. Et tu vois, là, on s'associe, on est 3 maintenant. Il y a Fabien Ferra qui bosse avec nous. Mais on n'est pas, on est tous à égalité. Chacun a sa structure. On a une boîte commune en parallèle aussi qui porte un peu la vision comme un collectif. Il n'y a pas de management. Tu vois, chacun sait ce qu'il a à faire de son côté. On bosse en pleine écoute et tout. Et en fait, j'ai pas envie de manager, donc je veux pas recruter. Donc, je fais en sorte de mettre un peu de machine où je peux pour automatiser une partie. Et je suis prêt à moins scaler pour pas avoir à recruter. Peut-être que je recruterai plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas envie de recruter. Parce que j'ai envie d'être focus sur, tu vois, mon boulot au quotidien et pas avoir à manager. Je sais pas, ça me.
Mais du coup, ta recherche du prestige, elle est passée où? C'est évaporé? En fait, la recherche du prestige, on va dire, elle est toujours présente un petit peu, tu vois? Tu veux faire des belles boîtes, tu veux être un peu reconnu. Ce serait mentir, tu sais, les gens qui disent: «Moi, le prestige, maintenant, je m'en fous», C'est les mêmes c'est qui disent: faux. «Ouais, les likes sur LinkedIn, je m'en fous», puis Ouais, tu checkes quand c'est même faux. les stats, hein, Il y a toujours de l'ego là-dedans. ouais. Spoiler, il y a toujours de l'ego. Donc il y en a et je le sais et j'en suis conscient et je suis OK avec ça. Mais la recherche de profit, c'est 90 et prestige, c'est 10 tu vois? Et profit dans le sens, pas juste m'en mettre plein les poches, mais profit dans le sens comment construire une qualité de vie exceptionnelle et te servir de ces moyens financiers comme véhicule, en fait, pour aller chercher quelque chose de plus sympa. Et tu vois, le fait de monter cette boîte, ça m'a permis de bosser avec mon frère, qui est quand même cool. Là, ça me permet de bosser avec Fabien, qui est un super ami avec qui je bosse depuis très longtemps sur différentes missions, mais du coup, là, on bosse maintenant en daily ensemble. J'ai un autre petit frère qui a 10 ans de moins que moi, qui veut aussi se lancer, donc potentiellement qu'on bosse ensemble. Et c'est ça le plus important, en fait, tu vois? Donc en fait, le prestige, il sort vite de l'équation. Il reste toujours un peu en tâche de fond, il y a toujours un peu d'ego dedans, tu vois? Mais sinon, tu t'en fous et c'est marrant, c'est que LinkedIn, on en parlera peut-être, mais m'a beaucoup servi. Parce qu'au début, je voulais absolument, tu sais, être apprécié, machin, qu'on aime mon image, être lisse, je polissais mon discours et cetera et en fait, maintenant, je m'en branle complètement. C'est-à-dire que je Ça se ressent. tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas, juste du marketing et tout, parce qu'au début, je l'ai fait pour le marketing. Je me suis dit: «C'est bien, on va être un peu clivant pour voir si ça marche» et ça a marché, plutôt bien. Mais après, c'est, juste à la place d'être clivant, en fait, sois authentique et juste en étant authentique, alors c'est un mot qui est archi galvaudé, authentique dans le sens, tu dis ce que tu penses sans chercher à cliver et en fait, j'ai remarqué que juste le fait de dire ce que tu pensais, mais encore, là, je suis à 20. Déjà ça suffisait pour cliver et du coup, pour avoir des gens parce que l'avantage du truc clivant, c'est que tu as des personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Donc tu en as qui vont te dire: «C'est qui ce connard?» Je zappe et tu en as qui vont se dire: «Ouais, putain, mais ça me parle, en fait, parce que j'ai vécu ce truc, je ressens ça» et tu vois, en fait, sans, la vraie authenticité, c'est-à-dire sans cette transparence, pardon, ce truc sans filtre, les gens peuvent pas se reconnaître dans ton discours. Si tu as un discours qui est trop lisse. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire un galet lisse, tu pas d'accroche, quoi. Tu de l'eau qui passe, tu glisses et tu passes à autre chose. Un galet avec des aspérités, tu as une prise et en fait, les gens se disent: «Mais en fait, là, il y a un truc, ça me parle». Et c'est pour ça que le côté parfois un peu insolent, rebelle et cetera, même si c'est pas, violent et outrancier, tu as plein de gens qui se disent: «Mais en fait, là, il y a un truc qui me parle. Il y a quelque chose», tu vois? Et ce qui est marrant, c'est qu'en vrai, dans ce qu'on fait, dans notre domaine, donc dans la formation d'indépendants et small business qui veulent, on va dire, faire leur 0 à 100 K annuel, donc le kick-off, tu vois, de ta boîte, on a des concurrents de partout, mais littéralement et dont certains qui sont hyper bons, que je connais personnellement. Mais les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir par rapport à nous. Alors par rapport aux bouche-oreille et cetera, beaucoup, c'est 3/4 des recommandations qu'on a, enfin 3/4 des personnes qui rentrent, c'est par le bouche-oreille. Ils veulent bosser avec vous. Mais sur les 25 restants, c'est des gens qui veulent bosser avec nous parce qu'à un moment donné, ils ont vu un podcast, ils se sont dit: «Mais en fait, j'ai kiffé ce truc-là». Ou ils ont lu un post et ils se sont dit: «Mais en fait, ouais, tu sais le post où tu t'es fait descendre et tout, ben en fait, moi j'ai kiffé parce qu'il y a un truc qui me parlait». Donc il y a un gros sujet que tu connais bien sur LinkedIn, tu sais, c'est est-ce que tu dois cliver ou pas? Et en fait, pour moi, tu dois pas cliver. Tu dois chercher à avoir une authenticité et je vais enlever ce mot en fait parce qu'il me gonfle, parce qu'il est galvaudé. Tu dois chercher à avoir, à enlever quelques filtres de manière à ce que les personnes puissent être réceptives à ce que tu penses vraiment et à ce qui est au fond de toi. Ce qui est vachement compliqué. Moi, quand je revois tous mes premiers podcasts, j'étais full filtre. J'étais une machine à café. J'étais une cafetière, full filtre, Maxwell, tout ce que tu veux. Et du coup, c'était cool, hein, c'était consensuel et tout, c'était bien. Mais il y avait pas de c'était pas réel, en fait, tu vois? C'était pas ce que je pensais vraiment et même moi, je me disais: «Putain, mais là, en fait, quelle langue de bois, qu'est-ce que je fous à dire ça? C'est pas vrai, je le pense pas». Mmh. Et quand tu enlèves un peu quelques filtres, tu vois? Alors c'est toi qui t'oses, c'est toi qui vois comment tu veux jauger. Je sais que sur certains podcasts, on a carrément enlevé des parties parce que c'était un peu too much, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, ça fait partie du jeu. Mais et je vois une grosse différence, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des personnes qui me blairent pas et c'est pas grave, mais je sais qu'il y a des personnes qui me disent, en fait, genre: «Merci pour ce que tu as dit, parce que franchement, ça me fait kiffer». Et ça, c'est cool, tu vois? Tu crées une connexion, autre que la connexion juste factuelle des propos que tu mets en avant. C'est, quelles sont les émotions qu'il y a derrière et tu vois, pour connecter 2 personnes, les émotions, il y a rien de plus fou, quoi. Donc pour moi, c'est un plus qu'une stratégie, maintenant, c'est devenu un, et au-delà du personnage, tu sais, souvent, tu as ton personnage dans la vraie vie, enfin, ta personne et tu as un personnage en podcast et en fait, à mon sens, si vraiment tu arrives à limiter cet écart entre les 2, à le rendre le plus ténu possible, c'est là qu'il se passe des choses cool. Parce qu'en fait, les gens te découvrent sous un prisme un peu différent et ça fait résonner des choses en ces personnes, tu vois?
Donc voilà, et après, c'est pas, tu changes pas la vie de milliers de personnes, tu vois? Mais s'il y a ne serait-ce, moi, je me dis à chaque fois, sur chaque intervention, Si ça touche qu'une personne, ce sera déjà mais ça. de ouf! Ouais. Si 1, 2, 3, 4, 5, allez, grand ma 10 personnes, soyons fous. 10 personnes se disent: «Mais putain, ouais!» Et c'est con, mais ça peut paraître bête, ça peut paraître même, prétentieux de Ça penser fait ça. bisounours dit comme ça, mais en même temps, c'est la réalité. Ouais, et tu sais pourquoi? Mais en fait, je le vois à titre perso. Il y a des podcasts que j'ai écoutés, des trucs de 3 heures, et tu te manges une gifle. C'est con, hein, c'est des mots, et on te dit: «Ouais, le mindset, c'est faut pas en parler, c'est débile et tout». Mais parfois, tu entends des trucs et tu te dis: «Mais en fait, juste là, le gars ou la nana a mis un terme, a verbalisé un truc que je Ce que pense». je ressentais. Et en fait, le fait de, tu sais, les psys te le diront, le fait de mettre des mots sur ce que tu ressens, ça change tout. Mais c'est sous-coté vraiment. Enfin, alors, j'aimerais bien pouvoir écouter des podcasts business et tout pendant des heures aussi. Moi, j'ai un truc qui me fait des déclencheurs à chaque fois, c'est débile, hein. C'est mon papa qui m'envoie des vidéos brutes sur Messenger. Je vais plus jamais sur Facebook, je vais plus jamais sur Messenger, mais mon père qui m'envoie à 23h45, regarde, ça parle business, je pense à toi. Je dis bon, je vais regarder pour faire plaisir. Et le mec, il met un mot sur le truc. Tu te dis mais oui, Ouais. ça te fait péter le cerveau en 2 secondes. Ça, c'est incroyable. Et c'est ça, tu vois, la vraie puissance de ce mot qu'on appelle le mindset, et maintenant on fout tout dedans. C'est-à-dire, en gros, on dit, bah, lève-toi le matin, prends une douche froide, on va dire que c'est du mindset, et donc on va dire par définition que c'est de la merde. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Et en fait, l'état d'esprit, malgré tout ce qu'on peut dire, il est archi important. C'est-à-dire, en gros, la manière dont tu vas penser ce que tu fais, la manière dont tu vas verbaliser ce que tu ressens, etc., ça joue énormément. Et ça joue notamment sur qui tu es. C'est-à-dire que ta compréhension de tes pensées, je ne vais pas rentrer après sur la psychologie de comptoir, mais ta compréhension de tes propres pensées te permet de mieux te connaître, et donc du coup d'avancer, de découvrir de nouvelles choses, de voir de nouveaux horizons s'ouvrir, etc. Et ça, tu vois, pour moi, c'est archi important. Et très souvent, tu vois, j'ai fait plein de podcasts business où je parlais de vraies techniques business, etc. Et entre-temps, il y avait deux, trois punchlines, deux, trois chouquettes, comme dit mon ami Basile Vierne, que j'embrasse. Deux, trois chouquettes que les gens vont choper, qui n'ont rien à voir avec le business, mais qui résonnent. Et tu vois, c'est sur ces chouquettes-là, sur ces instants-là, que la valeur se trouve vraiment. Et que les gens vont se dire, mais en fait, ouais, putain, en fait, t'as raison. Là, c'est bon, je passe à autre chose, ou je pense différemment, ou allez, j'ai confiance en moi, ou je me lance, je crée du contenu, j'augmente mes prix, je monte ma boîte, je décide finalement, alors on m'a dit, ouais, bosser en famille, c'était claqué et tout. Putain, ça peut être cool. Bon, vas-y, tu sais quoi, je dois bosser avec ma sœur, allez, go, j'y vais. Plein de petits détails, tu vois. Et ce qui est très marrant, c'est que ça, c'est des éléments un peu, on va dire, satellites, tu vois, qui se baladent autour du truc. Mais très souvent, c'est ce qui fait le plus résonner, c'est ce qui résonne le plus chez les gens, tu vois. Ouais, Et ton c'est ce que kiff, je trouve c'est marrant. c'est ça, c'est de provoquer des raisonnements chez les gens. Ouais, enfin d'essayer en tout cas, Ouais. tu vois? Et d'essayer d'avoir le moins de filtres possible, d'être honnête et de partager des trucs, qui parfois, par un hasard, heureux, vont, générer quelque chose, quelques réactions, tu vois, chez quelqu'un, quoi. Est-ce que cette espèce d'état d'esprit de pensée anti-Nespresso, là, anti-filtre à café, est-ce que tes associés Maxime et Fabien ils le partagent aussi? Ouais, 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 chacun a sa manière de le verbaliser. Mais ouais, ouais, tous, Max, Max, il était à Sciences Po à l'époque. Il faisait un double cursus, Sciences Po, Sorbonne, cursus philo, machin, et cetera. Et il a toujours eu ce côté un peu, j'aime bien remettre en question, tu vois? Tout ce qu'on me dit, toutes les vérités établies, j'aime bien les remettre en perspective. Et il s'est barré d'ailleurs en cours de route. Il s'est dit: «C'est bon, ça me saoule, ça me gonfle, là, j'en ai marre de ce truc, je vais rien en faire». Donc il s'est barré, donc il avait déjà ce côté un peu, tu vois, rebelle, je vais faire mon truc. Et puis il est très indépendant dans sa manière de réfléchir, sa manière de penser, tu vois, on a 8 ans d'écart, mais ça se ressent pas. Il est très, très, très mature et très, très, j'agis pas bêtement, tu vois? Je fais de manière très réfléchie, très cognitive, et cetera. Donc voilà, pour lui. Et Fabien, de son côté, il a toujours monté des boîtes aussi. Il a toujours été indépendant, et il a un côté, très cash, très sincère, sans filtre, qui était un peu à l'époque, tu vois, même lui, il s'est remis quelques filtres, il avait essayé de polisser un peu son discours et tout. Et là, de plus en plus, maintenant, il se réouvre, et du coup, la personne qu'il est, c'est une super personne, tu vois? Donc du coup, c'est plus, c'est cash, c'est authentique, il y va, tu vois? Il y va, et du coup, on se marre bien à 3 parce qu'on sait que, tu vois, on parlait des valeurs un peu en off tout à l'heure avant, et je pense que, le fait d'avoir moins de filtres, permet de faire, ressurgir tes valeurs, tu vois? Ça extrait tes valeurs plus rapidement, et du coup, tu sais si tu matches avec les personnes ou pas. Alors tu peux te tromper, mais tu vois, nous, on sait qu'on a des valeurs communes, de bienveillance, de respect, d'excellence, détermination, tous les termes un peu à la con, mais qu'on pense D'authenticité. viscéralement et qu'on ressent. Ouais,
voilà, qu'on ressent. Et du coup, ouais, oui, on a tous ce côté un peu. On n'est pas des grands rebelles, hein, on n'est pas là pour changer le monde et on veut pas changer le monde, on pourrait pas de toute façon. Tu sais, parce qu'il te faut une guitare acoustique Exactement, et pour puis et chanter. puis un béret et un drapeau rouge, et tu Que t'es John Lennon et que bah, tu chantes faux, donc ok, non, non, je comprends. donc voilà, mais oui, il y a ce côté. De toute façon, je pense que tous les entrepreneurs, entrepreneuses ont un côté un peu rebelle, plus ou moins exacerbé. Un peu punk. Ouais, il y a un côté un Il peu. y a un côté rasé que tu caches sous la mèche. Ouais, Ouais, je suis d'accord. systématiquement. C'est-à-dire, en fait, tu te dis, bah là, je veux faire ma sauce, quoi, ma manière. Et c'est cool, tu vois, c'est charmé. Donc voilà, après, le but, c'est pas de créer un truc anarchiste et que ça parte en couille et tout. Non. C'est juste de se dire, est-ce que il y a moyen de faire monter ce courant ou de nourrir ce courant un peu rebelle, tu vois, de gens qui se disent, mais en fait, voilà, je vaux plus que ce qu'on m'a dit, le meilleur moyen de me le prouver et de le prouver au monde et voilà, aux gens qui les entourent, plus que le monde, c'est de se lancer, tu vois, d'y aller à fond, de pas réfléchir, enfin pas trop réfléchir, d'y aller et de penser, pas penser différemment, mais penser comme on devrait penser. C'est-à-dire, en fait, extraire la pensée la plus pure, la moins filtrée possible pour la transformer en action et en faire quelque chose de pertinent, tu vois, de cool. Est-ce que aujourd'hui tu es heureux? Ouais, ouais, c'est une bonne question. Je suis heureux, je pourrais l'être plus. On peut toujours être plus heureux, mais ouais, ouais, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'en fait, maintenant, j'ai une définition du bonheur très simple, hem, qui passe déjà par un truc de gratitude, en fait, où tu es reconnaissant de plein de choses qui te sont arrivées, du contexte dans lequel tu vis, de plein de paramètres, qui est pour moi la base, en fait, du bonheur. Si tu pas capable de voir ce que les gens font pour toi et ce que le monde fait pour toi, c'est très compliqué d'être heureux. Et après, moi, mes indicateurs de bonheur, ils sont très simples, tu vois? C'est, bah, quand je me lève le matin, est-ce que je suis content de me lever? Est-ce que j'ai du stress ou pas? Ensuite, est-ce que j'ai un moyen dans la journée de, faire un truc cool pour mon entourage, mes proches, mes potes, ma famille? Je suis très, très famille à mes proches, j'ai un cercle privé très, très restreint et c'est est-ce que je peux les voir? Est-ce que je peux passer du temps avec eux? Est-ce que je peux faire un truc cool pour eux? Est-ce qu'il y a une interaction sympa? Voilà. Tu la chance d'être en bonne santé. En vrai, tu sais jamais combien de temps ça dure, donc c'est hyper cool, tu vois? Et en fait, après tu peux toujours vouloir plus le bonheur absolu, tu l'as jamais. Et de toute façon, je pense que quand tu es pleinement heureux, je sais pas si tu peux vraiment l'être parce que tu vas toujours chercher un truc en plus. Il y a Tu vas pas toujours un forcément truc. matériel, mais un accomplissement, un truc. Mais je pense qu'en fait, pour répondre de manière très bête à la question, oui, heureux. Si je me pose pas la question de qu'est-ce que je pourrais mettre en plus, avoir de plus, optimiser machin, c'est-à-dire en gros, voilà, tu te lèves le matin, tu es content, tu fais des trucs cool dans la journée, tu bosses avec des gens que tu kiffes. Alors, tu as des emmerdes, tu as des galères, tu as plein de moments compliqués. J'ai eu des gros moments de déprime, j'en ai eu plein. Enfin, sur les 12 dernières années, j'en ai eu des tonnes. Tu as des déceptions, des moments compliqués, tu as tout ça. Ça, on n'en parle pas et je peux pas dire oui, je suis heureux sans parler de ça. Il y a eu des moments qui étaient hyper compliqués. Tu te remets en question, c'est parfois vachement dur et tout. Et tu prends des grosses claques. Mais après, tu apprends à te dire. Tu vois, ce truc de gratitude, pareil, en fait, c'est plein de termes et ça me fait un peu chier. C'est des termes qui sont un peu galvaudés parce qu'on les entend un peu partout et on sait pas trop comment les jauger et quoi en faire. Mais la base, c'est ça, en fait, tu vois? C'est de la gratitude par rapport à ce que tu as eu la chance d'avoir, à ce que tu as construit aussi. Savoir prendre un peu de recul par rapport à ça et surtout un truc que je savais pas faire avant, c'est figer la situation et te dire: «Est-ce que maintenant je suis heureux dans la situation actuelle?» Au lieu de te dire: «Ouais, mais il me manque ça pour être heureux et puis il me manque ça». Parce qu'en fait, généralement, hem, soit c'est au niveau relationnel et dans ce cas-là, tu peux régler le pépin de suite. C'est-à-dire, en fait, je vois pas assez cette personne, bon, bah, OK, je la vois. Fin de l'histoire. J'ai le sentiment de, pas assez contacter, ma famille et cetera, bah, je les contacte, point barre. Il y a pas de appeler, tu vois? Basta, point. Et après, tu as le côté matériel. Et là, c'est un game qui est infini parce que tu peux toujours vouloir plus. Et je l'ai vu. Au début, je voulais une situation confortable, après je voulais ça, après je voyais un tel et je voulais sa situation, et puis je l'ai eu, et puis après je voulais un autre, et cetera. Et c'est une course sans fond. Sans fin, pardon, et sans fond d'ailleurs. Sans fin et sans fond. Et et en fait, dans ce truc-là, tu es toujours malheureux. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, tu sais, je sais plus qui parlait de ça, je sais pas si c'était Naval qui parlait de ça, mais le désir, il disait que c'est un contrat que tu fais avec toi-même, d'être malheureux jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires. Et donc l'idée, c'est de te dire, en fait, comment je fais pour avoir assez de désir pour être animé et bouger et me donner envie de faire plus. Donc estimer du coup que ton niveau de bonheur est pas complètement atteint.
Mais comment je fais pour avoir, et c'est paradoxal, tu vois, mais le moins de désir possible pour être heureux, là, à l'instant présent, et arrêter de te dire putain, comment ce serait si j'avais plus, et puis tiens, si telle Et je vois personne pouvait quelque penser chose. ça. Ouais, complètement. Donc, ça, après, c'est très, c'est un peu philosophique, tu vois, et pas très parlant, mais Je trouve ça très parlant, au contraire. ouais. Oui, oui, oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que tout va très très bien pour Thomas. Et j'ai bien envie de te mettre au défi. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt pour un burger de la mort? Je suis prêt. Tu m'as teasé un peu le truc en amont. Avec mon niveau de fatigue, ça va être compliqué, mais je suis chaud, on y va. Je t'explique un petit peu les règles. On va se mettre debout. Si tu veux, tu peux fermer les yeux pour te concentrer. Je te pose 10 questions à la suite. Tu retiens les réponses dans ta tête. Et à la fin des 10 questions, tu me redonnes les 10 réponses d'un coup. Ok. Est-ce que tu es prêt? Allez, let's go. C'est parti. Ok, je vais rester les yeux ouverts. Ok. Go. Et un coup de boule dans le micro et on est bon. On sait jamais. Si la question est trop compliquée. S'il te plaît. Ok. Question 1. Quelle est la couleur de ma chemise? Question 2. Ton nom de famille, Rivol, c'est breton? Question 3. Vrai ou faux? Le calendrier Maya avait prédit l'apogée de Julien Lepers en 2007. Question 4. S'il est 14h à Paris, quelle heure est-il à Montpellier? Question 5. Est-ce que tu as déjà fait croire à ton frère qu'il avait été adopté? Question 6. Est-ce qu'un CEO sans bras et sans jambes est un homme patron, mais un peu quand même? Très fort. Question 7. Vrai ou faux? Sales Lab, écrit en hiéroglyphe, ça donne triangle, triangle, chat de profil, bonhomme qui sourit, flèche, go, haut, bas, gauche, R1, R2, double saut, dieu à tête de mouton. Facile. Question 8. Ça va? Ouais. C'est la question. Je suis sûre d'aller répondre. Question 9. Qui gagne la course entre une tortue, un lièvre et une Ford Mustang Shelby GT 500? Question 10. Comment s'appelle ce podcast? Thomas, je t'écoute pour les 10 réponses d'un coup. Ça va être très 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 compliqué. Ta chemise est blanche. Rivol n'est pas breton. Enfin, à ce que je sache. Putain, mais attends, à ce moment, en fait, je suis tellement mort que... Attends. Pour Julien Lepers, c'est vrai, d'après ce qu'on m'a dit. J'ai quelques infos. Il est 14h à Montpellier, a priori. Je crois qu'il y a une histoire de mon frère ensuite, un truc comme ça. Mon frère, je lui ai pas encore dit qu'il était adopté. Du coup, j'en profite. Max, tu es adopté. Puis après, une histoire de CEO en mousse. Ouais, Si sans je dis bras. pas de conneries, ouais, pardon, c'est ça. Ouais. Pas en mousse, sans bras, sans jambes. Est-ce qu'un CEO qui est patron... Ouais. Ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais. Ensuite, une histoire de hiéroglyphe. Je crois que c'est faux. L'avant-dernier, c'est triangle, triangle rond, si je dis pas de bêtises. Okay. Hiéroglyphe, perroquet. Ça. Et ensuite, ça va. Ça va. Ça va plutôt bien d'ailleurs. Ouais, l'avant-dernière, pardon, ça dépend si la tortue est modifiée ou pas. Si c'est une tortue d'origine, a priori, alors c'est pas que je m'y connais en voiture. C'est pas que je m'y connais en tortue non plus. Mais a priori, la tortue peut gagner. Okay. À vérifier. Par un expert, on sait jamais si on a un expert en tortue. On verra. Et je te dis, je suis tellement à côté de la plaque que même la dernière, j'oublie, mais je vais m'en rappeler. Mon cerveau, il coule. Je sais. Mais moi, je serais pas capable. Et l'effet kangourou. Bravo. Merci. Thomas. Merci. T'as réussi du premier coup. Merci. J'ai la chance de pouvoir te donner ce trophée de l'effet kangourou pour avoir réussi le burger de la mort. Tu vas pouvoir le prendre et remercier à la caméra, juste ici, tous ceux qui ont pu te soutenir dans cette aventure entrepreneuriale. L'état du trophée, c'est parce qu'il a passé toute l'après-midi dans ma valise et qu'il n'a pas trop supporté le trajet jusqu'à Paris. Merci beaucoup. Alors, ouais, d'accord, faut que je le... Merci beaucoup pour ce trophée. Je suis très, très ému. Il fallait que je remercie juste ici. Je ne le connais pas, juste ici, mais merci juste ici.
Je suis très ému de recevoir ce trophée. C'est un peu l'aboutissement de ce trophée-là, là, juste ici, là, parce qu'on me fait signe derrière de bien monter le trophée, donc je le monte. Merci pour ce trophée. Merci beaucoup. Je suis très, très ému, très, très touché de l'avoir et de le toucher. Ça a été une aventure pas facile. Je suis très content aujourd'hui. Alors, je remercie ma famille, mes amis, mon producteur, mes productrices, tout le monde un peu. Voilà. Je suis vraiment hyper ému. J'ai pas trop les mots, comme vous le voyez. En plus, il fait chaud, je suis fatigué. Mais je suis très content, très ému. Merci Valentine pour cette invitation et pour ce magnifique trophée. Je vais quand même prendre un petit morceau de scotch avant de le ramener chez moi pour remettre ça dans l'ordre. Ouais, même une Mais visseuse, hein. je suis touché et tu vois, il est à l'image de la vie, c'est-à-dire brillant mais parfois un peu bancal. Et je pense que je finirai sur cette dinguerie pour clôturer. Après un podcast si sage et si philosophique, Et voilà, la vie est un peu bancale. on y est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir accepté l'invitation Merci à toi. et pour t'être livré avec autant d'authenticité. Merci. Et Merci à toi pour plaisir. l'invitation. C'est bon.